Paris. Et puis, le Dôme, en fait, c'est un tiers-lieu où est-ce qu'on se trouve ici en ce moment, qui se veut, en fait, un lieu rassembleur, inclusif, ouvert à la communauté, et où est-ce que la communauté se sent bien de venir, de proposer des projets, des événements, puis tout ça dans un échange avec les jeunes de 16 à 35 ans, pour qu'il y ait vraiment comme un échange, justement, avec la communauté des quartiers ici à Québec et les jeunes de 16-35 ans. On a, dans le fond, le Dôme fait partie du Centre Jacques-Cartier, qui est l'organisme porteur. Je ne sais pas si vous connaissez bien, mais je vais vous en parler un petit peu plus. On a différents volets, dans le fond, au centre. On a le volet résidentiel qui se trouve au-dessus de nos têtes, où est-ce qu'il y a 27 logements subventionnés. Et puis, c'est pour les 18-35 ans. Et c'est, dans le fond, pour eux, une première expérience là, de logement qu'ils vivent. Fait que, dans le fond, ils ont souvent le choix de descendre ici au Dôme, puis de vivre les différentes soirées là, qui sont proposées à chaque mois. D'ailleurs, on a une programmation de novembre ici, avec vraiment plein de soirées intéressantes pour le mois de novembre. Je vous invite là, soit à aller sur Facebook, voir sur la page du Dôme, ou au bar, on a on a des petits flyers, là, version papier de notre programmation. Sinon, on a différents autres volets aussi qui sont la Fibre du Bois, on a Révolutionnaire, on a le Cirque du Monde, et puis on a aussi Objectif Résilience qui fait partie de la soirée de ce soir. Donc, on a différentes formations avec ces volets-là là, tout au long de l'année qui ont commencé cet automne et qui vont reprendre. Là, c'est pas vraiment le temps d'en faire partie. Les gens en font déjà partie. C'est 15 semaines par formation. Mais dès janvier, dans le fond, ça va être possible là, d'en faire partie aussi. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez venir me voir. On va plus en parler. Ou ma collègue Colline aussi, qui est médiatrice communautaire. Ça fait plaisir. Donc, je vous laisse à votre soirée d'Objectif Résilience sur la gestion des matières résiduelles. Et je te laisse la parole. Le fil est plus court que je pensais. Alors, bonsoir. Moi, c'est Marie-Michel. Je travaille pour la recyclerie de la Patente. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un tout nouveau projet. On est ouvert depuis 2 semaines et demie et on a déjà récupéré presque 5 tonnes de matière qui peut être récupérée, vendue, triée, tout ça. Donc, on est bien content. Puis, un autre volet de la recyclerie, c'est d'organiser des formations, des conférences. Certaines ont lieu à la Patente, sur la rue des Sables, à l'atelier La Patente, et d'autres ont lieu ici en collaboration avec le Dôme et le CJC. Et que c'est ça. Moi aussi, je vous invite à regarder notre programmation de novembre, décembre, d'aller voir ça en ligne. Il y a quelques formations qui sont offertes aussi à rabais grâce à une collaboration avec la Caisse des Jardins de Limoilou. Alors, sans plus attendre, je vous présente les 3 intervenants qui vont être là ce soir. Je dis 3, il était supposé avoir 5 personnes, vous remarquerez. 2 personnes se sont désistées, 2 représentants de la ville de Québec, malheureusement. Mais on a des des intervenants de qualité. Alors, il va y avoir Ricky qui va nous présenter son initiative à lui et d'autres citoyens dans le bassin Louise, Olivier de Crac Bitume et Marcel du Mouvement pour une ville zéro déchet. Donc, pour le fonctionnement, il va y avoir 3 petites présentations, ensuite des questions prévues et des questions du public. Voilà. Je te laisse la parole, Ricky, en premier. Oui, merci. Attends un petit peu, je sais pas où déposer ça pour pas faire de bruit. C'est bon. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, c'est ça, mon nom c'est Ricky N.G. Adam. Je suis arrivé à Québec il y a 1 an. Et dès que je suis arrivé, je restais sur la rue Saint-Paul. Et en face de chez moi, il y avait le jardin du bassin Louise, qui est fait par les urbainculteurs. Donc, dès que... Moi, ça m'intéressait, après avoir passé plusieurs années à Shanghai, d'un peu remettre les mains à la terre. Ce qui est une expérience que j'avais quand j'étais jeune. Ça me permettait de participer là à cette... Non. Changer le microphone. C'est trop d'écho. OK, c'est bon. Ah, là, c'est mieux. Donc, c'est ça. Il y a un jardin dans le Vieux-Port de Québec
qui est organisée par les Urbainculteurs, qui est une entreprise à but non lucratif qui organise des jardins un peu partout. Il y a des projets, une quarantaine de projets dans la ville. Et il y avait un de leurs projets qui c'était en face de chez moi. Donc, j'ai décidé de participer à ça, donc d'aider comme citoyen, comme bénévole à ce projet-là. Donc, les Urbainculteurs, eux, s'occupent de tout, la construction, la mise en place des bacs de terre, de toute l'organisation des bénévoles. Donc, c'est super pratique. Et ensuite, on a les bénévoles, les citoyens peuvent participer comme bénévoles dans leurs équipes. Donc, ça nous permet de participer. Puis, un des aspects du projet que je trouvais intéressant, c'était la partie de compost qui a été ajoutée au jardin. Puis, c'est ça que je vais présenter aujourd'hui. Donc, juste pour dire, là encore, inciter, là, je ne suis pas un employé d'Urbainculteurs, je suis un bénévole avec eux. Cette présentation-là, on le fait ensemble. Donc, je le présente. Donc, le projet de compost à l'intérieur du jardin du bassin Louise, de la ferme urbaine, c'est une occasion là, de créer des liens humains entre les citoyens commerçants d'un quartier à vocation généralement plus touristique. Donc, comme on sait, là, le Vieux-Québec, c'est surtout sa réputation plutôt des hôtels, des Airbnb, des gens qui débarquent des navettes de croisière, mais il y a aussi des gens qui s'obstinent à habiter là comme citoyens. Et donc, ça permet en ayant des projets comme ça de communauté, de jardin, ça permet de créer un environnement de vie plus agréable pour ces familles-là qui décident de s'installer dans le Vieux-Québec. Donc, c'est aussi un moyen ensuite d'interagir à travers le projet de compost en faisant des liens. Donc, en dehors de juste le compost pour la ferme urbaine, de sensibiliser les commerçants, que ce soit les restaurateurs ou les cafés, à l'impact positif qu'eux autres mêmes peuvent avoir dans leur gestion de déchets pour l'environnement. Donc, ça, c'est un tableau des objectifs assez ambitieux qu'Urbainculteurs a. On peut dire utiliser l'espace de manière optimale, donc utiliser toutes les compostières en 2021, ça a été c'est réussi, ils sont pleines les compostières. Donc là, j'ai un peu de misère justement à prendre les déchets là, les matières organiques additionnelles qui nous arrivent. Ils ont d'autres objectifs là, donc augmenter l'autosuffisance des urbainculteurs en compost. Donc pour l'instant, le compost c'est souvent acheté. D'ailleurs, c'est livré, ça vient dans des gros sacs en plastique. Donc, si on peut réduire cette utilisation du compost, ben ça va permettre de réduire cette consommation-là de produits de compost. Rendre le projet et le quartier plus écologique en revalorisant les déchets. Donc, récupérer les déchets de table qui sont normalement destinés à la poubelle. Donc, on a tous des déchets de table qui présentement se retrouvent dans les poubelles, qui finissent dans l'incinérateur. Donc, on a même avec le projet de biométhanisation, il y a une opportunité là, de réduire ces déchets de table-là directement. Et tisser des liens entre les acteurs locaux. Donc, c'est ça, distribuer plus de bacs pour récolter le compost au commerce. Donc, on a déjà 2 commerces qui participent, le Café du Soleil et Rio et Petit Gros. Donc, et ça nous demande, là, donc, comme bénévole, d'aller chercher ce compost-là pour le déposer dans les compostières. Et quand on aimerait ça dans le futur, donc, leur donner un peu plus de visibilité. Là, en ce moment, les commerçants sont très, très, très occupés, là. Si on essaie de parler à Rio et Petit Gros, eux, ils sont comme, oui, merci de ramasser le compost, mais on n'a vraiment pas le temps de rien faire d'autre. On espère que dans le futur, ils vont pouvoir s'impliquer un petit peu plus, à voir le résultat de tout ça. Et c'est ça, ça permet aussi là, ensuite de rouvrir la conversation avec les citoyens par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, comme j'ai mentionné, les partenaires, les Cafés du Soleil, qui est un bon petit café sur la rue Saint-Paul, chez Rio et Petit Gros, qui est un restaurant assez bien classé, et de bonne réputation, là, qui participent à ça en nous donnant leur matière organique de qualité. Donc, ça doit augmenter la classe de notre compost, juste utiliser les matières organiques de ce restaurant-là. Et ensuite, il y avait la copropriété là, du 227 Saint-Paul où j'habite, là, qu'on participait là-dedans.
Donc, juste pour revenir, j'ai donné un peu le sommaire. Là, je vais aller plus en détail. Donc, comme vous voyez, là, ça c'est la position du jardin du Bassin-Louise. Donc, c'est à l'endroit du marché du Vieux-Port qui a été déplacé. Donc, le site a été est utilisé par des impercuteurs sur un contrat de quelques années pour mettre une ferme urbaine, donc collective, dont la production est revendue à bas prix à des distributeurs qui aussi le vendent à des populations là, plus vulnérables qui ont besoin de légumes abordables. Donc, c'est un beau projet en soi. À ça s'annexe là, cette année, il y avait une partie de jardin communautaire, donc des bacs là, qui étaient dédiés à des familles autour. Donc c'est une ferme urbaine à vocation sociale, puis il y a une importante l'implication des bénévoles est assez importante. Donc les urbainculteurs, c'est certains qui font un super travail pour tout ce qui est d'organisation et tous les aspects d'agronomie puis d'organisation, de planification, tout ça. Mais les bénévoles mettent la main à la tâche là, pour planter, pour récolter, pour généralement aider avec la ferme. C'est une belle expérience là, d'introduction là, à l'agriculture avec des professionnels de ça. Donc, il y a une vidéo ici. Vous allez pouvoir aller le voir je pense que je vais le laisser pour vous le voir en ligne, mais vous pouvez chercher sur YouTube. Ils ont plusieurs clips vidéo urbainculteurs qui expliquent un peu toute l'expérience. Ce sont des clips individuels sur différents aspects, puis il y en a un qui est plutôt sommaire là, du Bassin-Louise. Donc, depuis 2009, donc vous pouvez aller voir leur site web urbainculteur, une quarantaine de projets. Et ils ont justement fait une campagne de sociofinancement récemment là, qui a réussi à 200%. Donc, les gens ils ont vraiment un intérêt très fort pour appuyer ce genre d'initiative-là. Donc, cette campagne de sociofinancement, étant donné qu'elle a dépassé de très largement, donc ça a servi aussi à financer la création d'une serre sur le site qui est partagée avec, je crois, les ateliers de la Terre. Donc, on revient à la problématique de ça. Donc, en plus des matières organiques qui sont générées dans un jardin, donc il y a énormément de matières organiques, évidemment. Là, on collecte qu'est-ce qu'on mange des légumes, mais il reste tout le restant de la plante. Donc, ça crée beaucoup de matière organique. Donc, il faut un moyen de gérer ça. Et de la même façon, dans nos vies en général, là, nos déchets, là, c'est beaucoup des matières organiques. Donc, présentement, ces déchets-là sont enterrés ou incinérés à Québec. Et on attend encore pour le projet de biométhanisation là, qui est en prototype. Donc, ça aurait été le fun d'avoir la ville ici pour leur parler plus de ce projet-là, mais malheureusement, ils ont décidé de pas nous joindre ce soir. Puis, généralement, réduire les déchets, ça réduit les coûts environnementaux. Donc, si on est capable de réduire qu'est-ce qu'on produit comme déchets, puis où on est capable d'avoir des circuits courts qui transforment ces déchets-là, mais on réduit les coûts environnementaux globalement. Donc, présentement, c'est ça. Donc, le compost, la situation actuelle, c'est que les déchets organiques produits par la ferme urbaine et certains bénévoles sont compostés. Ça, c'est notre bac à composteur numéro 1, là, qui est assez bien transformé. Là. On est rendu au point où que ça a été... il y a une très bonne densité de vers de terre qui adore notre compost numéro 1, qui sont en train de faire le travail additionnel de transformation, qui n'ont pas été mis là. C'est vraiment juste... on a plein de vers de terre qui sont apparus à un moment donné dans notre compostière qui est la plus âgée, qui est en dormance présentement. Donc là, j'ai mis les notes, là, la définition du compostage qui vient de Crac Bitume, qui a visité là, justement là, pour nous donner des conseils là, additionnels sur le compost et nous encourager à continuer. Donc, des entrants en général, donc on a deux types d'entrants. On a les matériaux verts, humides, riches en azote, puis on a les matériaux bruns, riches en carbone. Donc, généralement, là, donc tout ce qui est plantes, déchets de nourriture, le gazon, qu'est-ce qui est frais, qu'est-ce qu'il y a de l'eau dedans, ça c'est considéré comme le matériau vert, humide. Et les matériaux bruns, ça va être plus les feuilles mortes, les papiers, le marc de café, les brindilles, tout ça. Donc, en mélangeant, on mélange constamment les deux
pour bien former le compost. Et quelque chose que je dirais aussi, c'est que les matériaux bruns, ils aident au contrôle là, des odeurs et garder le compost assez sain. Donc c'est un donc là qu'est-ce qu'on a mis en place, c'est vraiment c'est un projet pilote de commencer à aller chercher, avoir un circuit court pour valoriser ces déchets organiques-là des cuisines, de parler avec les équipes de restaurants pour vraiment les sensibiliser à prendre les moyens. Une des façons qu'on a fait pour vraiment s'assurer qu'on avait juste du compost, que volontairement ils plaçaient des composts, c'est qu'on place le bac de compost le plus loin possible de la porte. Donc il faut vraiment qu'il y ait un effort volontaire là, d'aller le porter dans ce compost-là. Donc on se ramasse pas avec des erreurs ou qu'il y aurait des déchets qui sont placés. Et je dirais qu'on a de Rio et Petit Gros, il y a des employés de Rio et Petit Gros que eux ils apportent même leur compost, leur matière organique de la maison puis ils le placent là-dedans, ils sont vraiment super intéressés par le projet. Mais ils sont aussi super occupés. Donc il faut on leur met une solution facile qui les aide. Puis là on cherche à motiver l'implication des bénévoles 365 jours par année. Donc ça va être ça va être difficile. C'est sûr qu'à un moment donné, on va arriver à l'hiver. Le processus de décomposition va cesser parce qu'il fait trop froid. Donc là, il va falloir nos composteurs sont pleines. Donc on va devoir suspendre le truc. Puis aussi une question de juste la neige qui va s'accumuler dans le jardin. Et c'est ça, on va chercher éventuellement aussi comme collaboration, aussi une collaboration financière là, pour qu'on soit capable de construire une capacité plus grande près de ces commerces-là, en collaboration avec ces commerces-là. Donc, encore une fois, je reviens sur les partenariats. Donc, Rio et Petit Gros, une marque super réputée, qui ont fait trois différents restaurants sur le même site. Et un d'eux, c'est Porcelaine. Donc ça, c'est intéressant. On aimerait ça pouvoir attaquer aussi les matières organiques qui sortent les coquilles d'huîtres qui proviennent de Rio et Petit Gros, parce que c'est une matière qui a une bonne teneur en zinc, qui serait intéressant pour le compost. Mais non seulement ça, c'est que les coquilles d'huîtres sont aussi c'est une nourriture assez populaire pour les poules. Donc il y aurait un partenariat à faire avec certaines organisations qui font des poules pour créer là de ça. Donc au lieu de finir à la poubelle, mais ça pourrait nourrir des poules, ça pourrait augmenter la teneur de nos composts. Donc ça semble être un moyen facile là, d'aller réduire là, les déchets de là. Donc aussi les cafés du soleil. Donc à toutes les semaines, on va chercher le marque de café qui est gardé par le Café du Soleil. Donc Bénédicte qui travaille là-bas, une entreprise familiale locale. Et c'est ça, on l'apporte au jardin. Donc là, c'est intéressant parce que je peux voir comment ça va bien leur café, la business, selon la quantité de marques de café que je ramasse à chaque semaine. Donc c'est une proportion là, du nombre de clients qu'ils ont eu. C'est intéressant. Donc c'est ça, le marque de café aussi est intéressant, riche en azote, puis c'est ça. Il y a certains sites en ligne qui parlent que malgré sa couleur brune foncée, c'est considéré une matière verte toute brune, mais j'ai entendu aussi le contraire, donc c'est un petit peu discutable là, de ce côté-là. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que le marque de café en général, ça aide au contrôle des odeurs. Donc pour le compost, notre compost c'est pas très, je dirais qu'il était sain, puis il n'y a pas eu d'odeur particulière ou de vermine. Donc, on est bien content de cet état de situation-là. En fait, qu'est-ce qui sent le plus, c'est la décomposition du chou. Donc, qui va rappeler un peu le kimchi. C'est une odeur assez forte. C'est ça, je fais un petit lien aussi, formation de compost, le crack bitume, il y a un aide-mémoire pour ses participants qui est aussi utile pour nous. Donc puis là j'ai des photos là de différents le compost à différents stades là, de collection dans les bacs bruns ou placé là dans les bacs actuels ou en dormance. Puis là on fait un effort là, je pense peut-être même un effort surplus de le brasser toutes les semaines en déplaçant à l'intérieur là avec une fourche. Donc les besoins futurs, c'est ça, plus de partenariats, des bénévoles pour la collection, le mélange, ensuite ça va être le tri, puis de l'équipement là, comme des composteurs additionnels, broyeurs, aérateurs pour les bacs. Puis aussi, je pense que ça vaudrait la peine de communiquer plus ce projet-là pour
supporter l'initiative de d'autres projets ailleurs. Donc, c'était ma présentation. Donc, comme bénévole à un projet local de compost, puis que personnellement, moi, je trouve que ça m'apporte beaucoup de voir ça. Là. C'est vraiment un compost, c'est un organisme vivant. C'est intéressant de voir cette matière organique qui vient de nos cuisines puis des jardins qui se transforme en compost brun là, très riche. Donc c'est pas mal ma conclusion. Un autre truc, c'est qu'on a peut-être c'est ça, on espère faire ce projet-là. Ben moi, j'espère personnellement faire un projet de compost aussi près de où j'habite maintenant, là, qui est plus du côté du Parc des Amériques. Donc je vais travailler avec les copropriétaires là, du développement pour mettre ça en place. Là, tout près. Donc ça fait partie là, de beaucoup de ce que je fais présentement là, dans mes temps libres, le compost. Merci. Parfait, merci Ricky. Tu restes pas loin dans le coin parce que tu pourras participer après à la partie questions-réponses. Je vais inviter Olivier à venir à l'avant pour parler de Compostus, le volet de Crac Bitume lié au compostage. Oui, merci Marie-Michel. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Crac Bitume, on est un collectif d'écologie urbaine. Donc, en résumé, notre mission, c'est de promouvoir l'adoption d'un mode de vie plus écologique et plus durable. Donc, on a une approche très pédagogique, donc aider les citoyens à apprendre. Donc, on a plusieurs volets. Outre la vie associative là, de notre organisme, qui est un OBNL, on a les formations éco-citoyennes, dans le fond, qui en général sont des formations axées sur comment adopter un mode de vie plus durable, donc faire les choses soi-même, souvent, des choses comme ça. Sinon, on a aussi un volet du jardinage urbain, qui lui est axé sur les jardins collectifs, donc où les participants vont jardiner tous ensemble. Puis, mais on a le volet du compostage urbain, dont je vais vous parler ce soir. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau du compostage à Crac Bitume dans la ville de Québec? Premièrement, on a le compostage communautaire. Donc, on a environ 37 sites de compostage communautaire dans lesquels 2500 participants actuellement participent avec nous. Donc, 2500 citoyens qui valorisent leur matière organique. C'est un projet financé par la Ville de Québec qui est accessible gratuitement. Donc, seulement besoin de s'inscrire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est via notre site internet, cracbitume.org. Donc, c'est ça. Dans le fond, on a environ 2500 participants, mais on a également une liste d'attente pour plusieurs de nos sites qui totalise environ actuellement 2000 ménages, mais on fait plusieurs efforts pour la réduire, puis on réfléchit à des nouvelles stratégies. Mais c'est ça. Bref, ça reste un service gratuit offert par la ville qu'on tente de développer de plus en plus puis de rendre plus accessible. Comment ça fonctionne le compostage communautaire? On a au moins 3 bacs à chaque site. Donc on a au moins une réserve, un remplissage et une dormance. La réserve va contenir les outils puis la matière brune pour incorporer au compost, ce qui permet de vraiment faciliter l'entretien, puisque on passe régulièrement, on a la matière brune, les outils sur place. On a un bac de remplissage où les participants mettent leur matière verte, leur matière organique à valoriser. Puis on brasse régulièrement. Puis c'est ça. Ensuite, on a le bac de dormance où la matière va maturer sans qu'on ajoute de nouvelle matière pour qu'elle soit prête tout en même temps pour être récoltée. Ricky, juste avant moi, a bien présenté la problématique là, de pourquoi composter, c'est quoi la problématique des matières organiques qui sont jetées actuellement, puis même comment fonctionne le compost, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Donc, je m'éterniserai pas sur le sujet, mais c'est ça. Fait que nous, on permet aux citoyens de le réaliser. Par contre, c'est sûr que ça prend une certaine volonté de venir sur place porter leur matière.
Fait que c'est pour les gens plus motivés, disons. Fait que c'est sûr qu'il y a certaines limites également à ce modèle-là. Je pense pas qu'on pourrait l'appliquer à tous les citoyens de la ville. Il y a aussi la problématique de l'espace disponible. Mais je pense quand même que c'est un projet à développer encore. Sinon, ben c'est ça. On fait 2 corvées par année pour récolter le compost avec les participants. Ils peuvent le rapporter chez eux pour l'utiliser s'ils jardinent. Puis sinon, on a toujours des surplus qu'on utilise justement dans le volet que je vous ai présenté précédemment du jardinage, donc dans nos jardins collectifs. Puis ben là, vu que notre réseau s'agrandit quand même beaucoup, c'est possible aussi que dans le futur on en aille à la vente du compost. Donc voilà, ça ferait pas mal le tour du fonctionnement de notre compostage communautaire. Les résultats qu'on tire de ça, ben en gros, on valorise plus de 50 tonnes de matière organique par année qui sont détournées de l'incinérateur puis qui sont transformées en compost de qualité. On considère que c'est quand même un gros plus pour l'environnement dans la ville de Québec parce que ça réduit la matière résiduelle à gérer à la source. Donc, ça limite le transport des camions, les coûts, la pollution atmosphérique, le bruit. Sinon, ben, ça retourne vraiment les éléments à la terre. Donc, dans un concept d'économie circulaire, c'est vraiment bien parce qu'on prend ce qui vient de la terre, on le retourne à la terre. Sinon, c'est une méthode qui est simple, qui est flexible parce que les participants peuvent venir porter leur matière au moment qu'ils veulent, plutôt qu'il y ait, par exemple, une collecte une fois par semaine. Sinon, c'est un projet commun entre participants, tu sais, ça crée un esprit de communauté, c'est éducatif, on sensibilise la population, c'est responsabilisant de gérer soi-même finalement nos matières organiques. Puis ça prend relativement peu d'espace. Ça réduit les préjugés envers cette pratique. Donc c'est ça. Voilà tous des avantages du compostage communautaire. Finalement, ben on a aussi un volet plus domestique, mais plus privé. On peut permettre aux institutions, différentes institutions, incluant les écoles, n'importe quelle institution, compagnie qui a un bâtiment, des coopératives d'habitation, des regroupements de citoyens, peu importe. On peut faire un modèle similaire finalement à notre compostage communautaire en installant des bacs à compost puis en ayant une gestion similaire finalement avec les 3 types de bacs, etc. Je sais pas pourquoi. Excusez, quelqu'un avait pointé. Donc c'est ça, finalement on implante un mode de fonctionnement similaire, personnalisé avec les clients. Donc si des institutions sont intéressées, on peut autant fabriquer les bacs, les installer, on peut assurer l'entretien, on peut assurer une communication avec les participants, etc. Donc, encore une fois, ça c'est simplement besoin de nous contacter ou de visiter notre site internet. Sinon, ben, c'est aussi, dans le fond, on offre aussi le compostage de manière domestique pour les citoyens. On vend des bacs plus petits pour mettre à la maison. Puis sinon avant on se fait souvent se poser la question parce que avant on avait un élevage de vermicompost, donc de verre à vermicompost pour faire le compost à l'intérieur chez soi. Mais là c'était compliqué puis on n'arrivait pas à fournir à la demande, puis on est tombé en rupture de stock. Donc pour l'instant ce service-là est suspendu pour une durée indéterminée. Mais sinon ça fait vraiment le tour de ce qu'on fait pour le compostage à Craig-Bitume. Merci Olivier. Je t'invite également à rester. Si vous avez des questions après, là, dans la section questions, vous en profiterez. J'invite maintenant Marcel du Mouvement pour une ville zéro déchet à venir nous parler de plein de choses. Merci, je vais parler de plein de choses. J'espère que je parlerai pas de trop de choses, je suis un peu bavard. En fait, je suis ici ce soir pour représenter le mouvement Zéro Déchet. Je ne sais pas si vous connaissez les objectifs du mouvement, mais essentiellement, ce qu'on vise, c'est améliorer la santé citoyenne en agissant puis avoir une meilleure justice environnementale pour les résidents
des quartiers centraux. En fait, on est souvent au pied de l'incinérateur et on le respire beaucoup. On croit que la ville doit plutôt tendre vers une gestion des matières résiduelles vers zéro déchet plutôt que aller vers le techno-industriel comme elle fait. On connaît tous le triangle de zéro déchet. Essentiellement, c'est repenser notre consommation, réduire les déchets, réutiliser les matières, recycler les matières, valoriser les matières éliminées. C'est ce que la science recommande. Mais selon nous, ce que fait la ville, c'est ceci. Et ça, on n'a rien qu'à regarder les budgets qui sont alloués à chacune des différentes étapes comme telles. Comme comment coûte l'élimination par incinération à même nos taxes. Comment a coûté l'usine de méthanisation et quel est l'apport écologique que ça va amener. Combien d'argent met-elle pour recycler les matières? Comment investit-elle afin d'aider les organismes tels la patente pour réutiliser? Comment incite-t-elle les gens à réduire? Et comment amène-t-elle les gens à repenser leur consommation? Donc, je crois qu'elle inverse les grands objectifs qui sont reconnus les plus efficaces. On critique souvent la ville parce que, selon nous, l'approche de la ville ne permet pas vraiment d'améliorer la qualité de l'air et la santé des citoyens. C'est ce qui motive beaucoup le mouvement Ville zéro déchet. Elle a une approche qui permet de continuer à détruire des matières résiduelles qui sont des ressources irremplaçables. La nature peut plus produire de plomb, elle peut plus produire d'aluminium, elle peut plus produire les différents métaux, la majorité de ce qui est incinéré. C'est appauvrir la planète chaque fois à chaque jour que fonctionne l'incinérateur. Elle a aussi une approche puis une façon de fonctionner qui pérennise la nécessité de recourir à l'incinération. C'est facile, l'incinération. C'est 1000 camions par semaine. Dans ces 1000 camions, il y a 900 camions qui sont de la destruction de ressources directes. C'est 50 000 camions qui fonctionnent dans le secteur de Mézeray. Donc, c'est facile à conduire un camion puis de le remplir. C'est une approche qui est plus coûteuse pour des résultats qui sont incertains. C'est coûteux à incinérer. Le coût moyen d'incinération d'une tonne métrique, c'est 150 $. Donc, elle a incinéré 200 quelques mille tonnes l'an dernier, 220 quelques mille tonnes. Donc, c'est nos taxes qui ont permis de faire ces choses-là et de créer la pollution qui est générée par l'incinération. Et c'est aussi une approche qui ils veulent faciliter la vie aux citoyens. C'est parce qu'ils croient que peut-être que les citoyens sont pas capables de prendre eux-mêmes des décisions et de vouloir agir sur leur bien-être. Pourquoi faut-il réduire l'incinération ou l'enfouissement de nos déchets? Parce en fait, vous avez ici, c'est pas moi qui l'ai fait, je vous jure que je suis pas capable de faire ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Au niveau mondial, parce que calcule les grands chiffres, c'est 7 millions de décès année. C'est la pollution de l'air et moi je vais revenir sur je crois beaucoup que l'incinérateur est une des causes des défauts de la qualité de l'air du quartier Mézeray. La pollution de l'air, ça crée des AVC, ça crée des problèmes cardiaques, ça crée des problèmes respiratoires, emphysème, etc. On a une répartition un peu inégale selon les pays de la qualité de l'air. Mais à côté, on a quelles sont les sources de pollution de l'air. On voit là, je vais décrire beaucoup du quartier Mézeray parce que je suis résident de Mézeray. On a une usine à Mézeray que tout le monde connaît. On a d'autres industries, mais on a surtout une usine qui est une productrice importante d'émissions. On a du transport, on a trois autoroutes importantes. On a des poussières qui viennent du reste de la ville. Essentiellement, le vent souffle plus souvent de l'ouest vers l'est. C'est-à-dire qu'on ramasse les poussières de la ville et on les reçoit dans le quartier. On a de l'énergie pour consommer pour les ménages, c'est-à-dire l'huile, ceux qui chauffent encore à l'huile et ceux qui chauffent encore au bois, parce que c'est charmant le bois, mais dans un milieu urbain, ça a aussi des conséquences, des microparticules. Mais je vais m'arrêter beaucoup sur la gestion des déchets. Parce que nous on croit qu'il faut agir
c'est une propriété de la ville, donc on a un certain pouvoir qui est direct avec, et il faut continuer les pressions qu'on doit faire afin toujours d'améliorer la santé. Je vais donner comme exemple les particules fines, les NOx et les ozones, mais plus particulièrement, je vais m'arrêter sur les particules 2.5 qui sont plus faciles à identifier, sont plus connues. On appelle ça la tueuse invisible. L'expression n'est pas de moi, elle est du docteur Joanne Elsener, qui est présidente des médecins pour la justice environnementale. J'ai pris une partie d'ailleurs de cette présentation pour vous présenter quelques tableaux qui sont ici. C'est 300 décès prématurés par an à Québec. C'est quelque chose quand même, parce qu'il y a 300 décès d'automobiles. On ferait une campagne de promotion pour empêcher les décès automobiles. Comment fonctionnent les microparticules? En fait, il y a différents types de microparticules. Il y a les particules grossières qui sont respirables, PM10. Ils attaquent la trachée et en fait, ils pénètrent pas très profondément dans l'organisme humain, comme on le voit sur le diagramme bleu. Il y a particules fines, PM2.5. C'est sur ça que je veux attirer votre attention. On commence à toucher les bronches, les bronchioles. On prétend même, de certaines études prétendent que par les bulbes olfactifs, ça pénètre le cerveau. On croyait il y a quelque temps que le cerveau était étanche, qu'on avait une barrière efficace, mais non, on peut être atteint par ça. Mais il y a des choses qu'on ne mesure pas. L'incinérateur n'a pas mis en place des mesures pour les très fines particules, ce qu'on appelle les particules 1 micron ou 0.1 micron. C'est des choses en fait qu'on ne voit pas. On peut voir les particules grossières, mais on voit pas les microparticules. Et ces microparticules-là se fixent dans les alvéoles pulmonaires et pénètrent ainsi dans le sang. Et la mère peut transmettre de façon intra-utérine à son enfant les contaminants directement. Donc, ça donne des naissances de bébés de petits pois ou des naissances de prématurés en plus grand nombre. C'est un des exemples des enjeux qu'on peut y voir. Les normes de l'Organisation mondiale de la santé sont précises. Si on regarde le dernier des PICO, lorsqu'on voit 5, c'est la norme en microgrammes mètre cube année qui est tolérée dans la zone. En fait, les microparticules, il n'y a pas de seuil de sécuritaire. Ils impactent directement la santé humaine. Donc, les normes de la santé sont précises, ils viennent d'être réduites, puis certains souhaiteraient qu'elles soient réduites encore. Mais le Canada est plus généreux, il est à 8.8. Mais la réalité de Mézeray est la suivante, on était à 9.7. Donc, c'est l'impact de la santé, ce sur quoi on doit agir. Et il est possible d'agir parce que hop là, ça s'est promené, ça devait pas se promener comme ça. Je vais devoir faire une traduction là, je pense. En fait, en 2017, il y a 6,2 tonnes de microparticules qui ont été émis par l'incinérateur de la ville de Québec. Et ils ont été dispersés sur le site même, par les cheminées. Pour des choses qu'on ne voit pas, qu'on pèse difficilement, ça fait beaucoup de microparticules qui sont projetées par l'incinérateur de la ville de Québec. En fait, lorsqu'on regarde une communauté, on s'intéresse à la santé sanitaire d'une communauté, on considère que les gens ont des facteurs génétiques. On n'est pas tous égaux. Certains vont avoir de meilleures résistances génétiques que d'autres. On vit pas tous les mêmes stress, mais les stress agissent sur notre état de santé général. On n'a pas tous la même alimentation et on n'est pas exposé à un même titre à des polluants. Ça s'ajoute. Donc, lorsqu'on prend, avec des facteurs génétiques, du stress, de l'alimentation, de l'exposition à un polluant, et lorsqu'on vieillit, on accumule les polluants, et on ajoute un autre polluant, c'est toutes des conditions qui s'ajoutent. Tout à l'heure, j'ai nommé brièvement 3 contaminants qui existent dans le quartier. J'aurais pu, j'ai malheureusement pas une liste, mais il y a une liste assez importante de contaminants qu'on trouve dans les secteurs centraux de la ville de Québec. Toujours, comme je suis un type de Mézeray, toujours plus dans le secteur de Mézeray. Mais soyons justes, il y en a ailleurs aussi. Que devons-nous faire pour affamer l'incinérateur et moins enfouir?
Essentiellement, j'ai déjà entendu une très belle phrase, « Ce qu'on n'incinère pas ne nous contamine pas ». Nous, ce que Zéro Déchet propose, c'est des solutions qui sont démontrées technologiquement applicables. C'est suite à nos recherches. Ce qu'on souhaite, c'est de voir d'ici 25 2 centres de tri avant incinération à la fine pointe de nouveaux procédés et de nouvelles technologies de récupération des matières résiduelles. Essentiellement, il est possible de récupérer 90% des matières avant de les incinérer ou de les enfouir. Ces matières-là sont des ressources qui sont détruites, qui peuvent revenir dans des circuits économiques. Détruire ces ressources, ça engendre des impacts environnementaux conséquents dans les milieux de vie. C'est des pertes économiques, c'est des coûts et c'est des conséquences pour la santé de la communauté. On voudrait voir aussi, d'ici 25, au moins un écocentre de proximité dans chacun des quartiers de l'agglomération de Québec. Je vais aller plus vite pour pas prendre trop de temps. Voilà, bon, OK. Je vais aborder brièvement, comme d'autres l'ont fait, la méthanisation. Je crois que j'ai un problème avec la version que j'ai en main actuellement. Donc, je vais m'adapter à cette réalité-là. En fait, on favorise le conseil, le mouvement Ville Zéro Déchet favorise le compostage. On a toujours défendu le compostage comme solution plutôt que la méthanisation. On nous arrive avec un nouveau projet de méthanisation dans le quartier. Et dans ce projet, il va y avoir d'autres types d'émissions qui vont sortir de cette installation-là. On voudrait voir plutôt à la ville, pour les résidus alimentaires, utiliser le compostage des matières organiques. Parce que la technologie que la ville met en place va lui permettre de récupérer environ 60% des matières des résidus alimentaires. Nous, ce qu'on prétend, c'est que avec les technologies de tri avant incinération, on serait capable de récupérer 90% des matières avant incinération ou enfouissement. Même la ville pourrait, si elle fait le choix d'aller vers toujours la méthanisation, on pourrait toujours avoir un meilleur volume de matière à méthaniser. Le compostage est une technologie qui est mature, c'est-à-dire qui existe depuis très longtemps. Et donc, dans ce sens, elle a fait ses preuves, elle est sécuritaire. Et on peut faire beaucoup de choses là-dedans. C'est aussi une technologie qui permet de mettre l'ensemble des matières organiques. Dans un méthaniseur, pour les matières, pour les résidus alimentaires, c'est un équipement qui est un peu fragile. Donc, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on y met pour pas créer de problèmes. Il est facilement contaminable également comme équipement. Le compostage aussi, les coûts sont connus. Composter, ça coûte à Saint-Henri-Lévis actuellement 65 $ la tonne métrique. Et la méthanisation, le coût moyen à travers le Québec, c'est de 110 à 150 $ la tonne métrique. Et ce qui est un peu ridicule, c'est que ça produit la méthanisation produit un digestat. Donc, la ville devra, parce qu'elle pourra pas étendre le digestat à toute saison sur les territoires, elle devra le garder en sécurité, parce qu'il peut devenir réactif. Et elle devra le mettre en sécurité en le compostant. Donc, elle va ajouter des coûts pour une partie du volume qui va être en fait ce qu'on appelle le digestat. J'ai parlé tantôt qu'il y a une meilleure capture du volume des ARA, des résidus alimentaires, qui est possible. Il y a aussi, la méthanisation est une chose aussi importante, c'est que ça lui prend du volume. Donc, c'est un peu comme un incinérateur, il faut qu'il fonctionne à une certaine capacité pour être, si on veut, entre parenthèses, rentable. Mais un méthaniseur, on peut pas l'affamer parce qu'il va mourir de faim très rapidement puis il va se désactiver. Donc, il faut qu'il y ait un volume de matériaux qui soit mis de façon constante à l'intérieur. Ce qu'on connaît pas aussi, c'est ce que la ville n'a pas encore vraiment dit, c'est quels sont les coûts de traitement des matières organiques. Parce que les méthaniseurs, quand je dis les méthaniseurs, il y a deux grandes sources de méthaniseurs pour produire de méthanisation à Québec. Ça va être les boues, les boues d'origine humaine, et les résidus alimentaires
Et on parle de 90 tonnes de boue environ. Puis ça, la ville a l'exclusivité, elle perdra rien du tout. Donc, elle va contrôler le marché. Mais pour les résidus alimentaires, pour capturer la ressource, il faut que la ville doit obtenir la collaboration des citoyens. Puis elle-même reconnaît qu'elle a un objectif ambitieux de 70% de contribution citoyenne au processus. Il y a des gens qui vont vouloir poursuivre de faire du compost domestique parce qu'ils croient à cette approche-là. Ils croient que c'est plus écologique. Il y a des gens qui seront des gens qui vont résister à ça parce qu'ils s'en fichent comme dans la Garante. Puis il y a des gens qui sont trop paresseux pour aller porter le petit sac quelque part de plus loin, qui sont vraiment pas responsables. Donc, et également elle dit que va procéder par une capture par sac. Mais ce qu'elle annonce, elle, c'est qu'elle a l'objectif encore ambitieux d'avoir des sacs qu'on appelle impropres au traitement, c'est-à-dire des sacs qui sont déchirés, qui sont rendus, ils peuvent pas être par lecteur optique être récupérés, et donc ils vont passer tout droit, ou qui vont être, on pourra pas les déchirer pour récupérer la matière. Puis eux prétendent une perte de 10%. C'est des objectifs qui sont très optimistes. Donc, mais on obtient un volume, on obtient environ 60% de récupération de la matière. Ça représente quand même des volumes. Ça veut dire que 40% de matière des résidus alimentaires vont encore être incinérés. Et l'ensemble du projet de méthanisation a été fait à l'origine pour améliorer le fonctionnement de l'incinérateur. Parce que brûler un cœur de pomme, ça produit pas beaucoup d'énergie. On brûle beaucoup d'eau. Et il y a à peu près rien de calories qui se dégagent de cette façon-là. Donc, ça a tendance à abaisser la température des fours de l'incinérateur et à rendre l'incinérateur moins efficace. Dans ce sens-là, la ville a raison de vouloir extraire ces matières de l'incinération. C'est pas les matériaux qui doivent être incinérés comme tels. Actuellement, dans l'ensemble du processus de la méthanisation, il y a eu des manques de la ville. On n'a pas obtenu de l'information malgré nos efforts pour obtenir des informations précises, les coûts comme tels. Je vous dirais, la logique de la transparence, même l'opposition à la ville, lorsqu'il y a eu le plénier, a boycotté la présentation parce qu'il n'y avait pas eu l'information adéquate pour pouvoir prendre une décision. Donc, on n'a pas été mieux lotis que les élus de l'opposition. Il y a une logique de démocratie. Il y a eu des demandes répétées dans le quartier Mézeray, où je suis membre du conseil de quartier, et il y a eu des demandes répétées du mouvement Ville Zéro Déchet afin d'obtenir un débat comme tel. Quelles étaient les conséquences? Y a-t-il des voies alternatives? Quels sont les impacts de ce projet dans le milieu de vie, etc. Il y a eu beaucoup de questions qui auraient été posées, mais on n'a jamais eu de réel débat comme tel. Il y a eu aucun. Puis d'ailleurs, si vous voulez le vérifier, vous pouvez demander à la ville dans l'accès à l'information les rapports voyons, on appelle ça ça va me revenir, je vais le dire tout à l'heure. En fait, lorsque les rapports de consultation publique, il n'y a aucun rapport de consultation publique disponible parce qu'il n'y a pas eu de consultation publique à la Ville de Québec sur le projet de méthanisation, qui est un petit projet de 200 millions de dollars. Il y a pas de logique économique qui sont facilement compréhensibles. Pourquoi dépenser de 110 à 150 dollars la tonne métrique pour traiter un gros volume de matière et le faire dans un milieu qui est aussi qui est hypothéqué déjà au niveau environnemental? Pourquoi faire ces choses-là? Les chiffres sont pas réellement sortis. La logique environnementale également. Quels sont les gains environnementaux, les gains d'évitement? Combien coûtent ces évitements de GES? Parce que les méthaniseurs vont devenir eux-mêmes une source de méthanisation, mais à quel niveau? Ça va devenir une source aussi de contaminants dans le quartier. Nouvelle source de contaminants, ce que nous, on dénonce déjà. Donc, quelles sont les réelles réductions d'impact qu'on va obtenir par ce projet-là? Nos coûts-bénéfices sociaux, économiques, environnementaux, etc. J'aurais terminé.
Oh, merci Marcel. J'inviterai Olivier Ariqui à se replacer au centre. On avait quelques questions de prévues qu'on vous avait envoyées. Certaines sont plus à jour. Je vais faire un petit tri, puis après ça, n'importe qui de vous qui sent l'élan de répondre peut répondre à ces questions-là. Bon, merci Marcel d'avoir fait l'introduction. La première question était en fait que plusieurs personnes confondent biométhanisation et compostage. Je voulais qu'on puisse expliquer la différence pour les gens qui le sauraient pas. Il y a des gens ici, je pense que la plupart des gens présents le savent bien. Peut-être qu'il y a des gens qui vont réécouter ça en différé, qui comprennent pas. J'ai entendu souvent des gens dire « Ah, on va avoir du compostage à Québec avec l'usine de biométhanisation. » Mais c'est pas la même chose. Est-ce que quelqu'un voudrait vulgariser ça très rapidement, la différence, s'il vous plaît? Oui, je peux me lancer. En fait, méthaniser, c'est deux approches qui sont... c'est une approche industrielle, c'est-à-dire ça se fait en absence d'oxygène. On fait de la soupe. C'est-à-dire que, bon, pour les boues, on n'aura pas besoin de faire de la soupe, là. Mais pour les résidus alimentaires, on les réduit en pulpe, on rajoute du liquide à une certaine densité. Puis, donc, on va faire un traitement en milieu fermé, anaérobique. Ça produit du digesta. Donc, il y a deux types, il va y avoir deux types de digesta produits. Un est plus à risque que l'autre. Le digesta de boue est à risque parce qu'on trouve à l'intérieur des métaux lourds puis d'autres types de contaminants d'origine humaine. Ça fait que c'est des éléments qui sont questionnés beaucoup. Le compost, lui, c'est une matière qui est plus traitée en matière solide. Donc, c'est une matière qui c'est technologiquement démontré, c'est tellement appliqué que c'est une méthode sécuritaire de traitement. C'est des technologies hyper simples. On met une très grande variété de résidus verts à l'intérieur des plateformes de compostage. Donc, ça l'offre de grands avantages. Le digesta, on peut pas l'étendre toute l'année. Donc, idéalement aussi, on devrait pas étendre sur les terres agricoles des digestats d'origine de boue à cause des contaminants qui sont potentiellement émis. Mais moi, je ne garantis pas que la ville ne le fera pas, parce qu'elle le fait déjà d'une certaine façon. Lorsqu'elle incinère, elle saupoudre les polluants sur une très grande surface. Fait que là, ce qu'elle va faire, possiblement, c'est qu'elle va saupoudrer les contaminants des boues sur une très grande surface. C'est un peu prendre les terres agricoles comme des dépotoirs sur de grandes surfaces. Je sais pas si j'ai bien répondu. Oui, je pense que ça explique un peu mieux la différence entre les deux. Et on aurait aimé demander aux représentants de la ville d'expliquer ce qui expliquait un choix plutôt que l'autre. Mais bon, on n'aura pas la réponse ce soir, à moins qu'un de vous trois ait la réponse pourquoi la biométhanisation a été choisie plutôt que le compostage comme c'est à Lévis. C'est probablement une question d'échelle. Quand la ville regarde ça, puis elle essaie de trouver une solution simple, facile pour tous les citoyens, elle se tourne vers cette solution-là. Je pense que j'ai parlé au conseil municipal, puis c'était d'ici, puis c'était un appui à ça, parce qu'ils voyaient que les citoyens, c'est quoi le pourcentage qui serait prêt à participer à des projets de compostage. Puis c'est ça qu'on fait un peu fast, là. Je veux dire, moi quand je parle au syndicat de copropriété, c'est des gens retraités qui sont pas vraiment que eux le compost parce que c'est quelque chose qui sent qui va être problématique, qui va attirer la vermine, qui va donc c'est difficile d'aller chercher cet appui-là pour ce genre de projet-là dans ce cas-là. Puis c'est ça. Si je peux me permettre, quand même, c'est plus d'investissement composté à la maison que d'avoir un bac qui, lui, va être composté à la ville. Quand je donnais l'exemple de Lévis, c'est ça, les matières organiques sont récupérées chez les gens et compostées industriellement. Oui. Ah oui, tu veux dire à grande échelle, le compost, oui, effectivement. Là, il y avait pas... Amélie, veux-tu répéter ce que tu as dit dans mon micro?
Ben, la différence que je vois avec qu'est-ce qu'on fait à la maison en ce moment et le compostage qui serait à l'échelle de la ville, ce serait que les citoyens doivent faire un tri supplémentaire à la maison. Donc, je pense pas que c'est quelque chose qui était problématique dans les autres villes quand ça a été intégré. Fait que ça porte vraiment à se demander pourquoi Québec s'est tourné vers la biométhanisation. C'était peut-être pour faire différent. Je peux te donner une certaine vision pour avoir... en fait, essentiellement, c'est les financements que le gouvernement octroie aux usines de méthanisation. Les subventions sont supérieures aux subventions versées au compostage. Donc, c'est un fort incitatif à ça. Le gouvernement du Québec prétend, lui, pouvoir parvenir à créer atteindre un niveau de 5% de gaz renouvelable ou de gaz provenant d'usines de méthanisation. C'est une joyeuse utopie parce que on peut même si on regarde les masses disponibles de résidus vertes ou qui pourraient être amenés pour produire du méthane, ça prendrait un ratio. Il faudrait quasi dépouiller les forêts de leur feuillage, puis des branches et puis de tout ce qui traîne. Donc, et en même temps, le gouvernement du Québec se fixe comme objectif 5% de gaz renouvelable, mais il importe encore du gaz de 95% de son gaz de fracturation du Dakota et de l'Ouest américain. Donc, ça sert essentiellement comme prétexte joyeux pour verdir, je dirais-je, le gaz dit naturel. Donc, c'est une forme d'éco-blanchiment qui est voulu, à mes yeux en tout cas, et avec certaines personnes que j'ai analysées, avec qui j'ai analysé ces dossiers-là. Là. Parfait, merci. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose? Allô? Okay. Ouais, je pense que au moins un intérêt du principe de biométhanisation est que c'est possible de valoriser les boues municipales qui sont pas valorisées actuellement et qui représentent un déchet, alors que ça, c'est pas quelque chose qui est possible avec le compost. Donc peut-être que c'est un élément qui a penché dans la balance pour la décision. Ceci dit, le mouvement Ville Zéro Déchet favorise la méthanisation des boues. Parce que c'est un produit homogène. Tout comme on serait en faveur aussi que les fermes valorisent leur lisier par la méthanisation. Ça serait des circuits courts. On n'est pas contre le projet de méthanisation, c'est l'emploi de la méthanisation, à quelle fin on le fait, puis les rendements nets que ça peut générer et les impacts que ça peut générer dans une communauté. Là. Merci de ces précisions, très intéressant. La prochaine question s'adresse à Olivier, mais n'importe qui d'autre peut répondre. Quelles sont les limites du compostage communautaire? Est-ce qu'une expansion continue du réseau est prévue afin de pallier aux listes d'attente? Comme tu disais tantôt, il y a presque autant de personnes sur les listes d'attente que ceux qui participent. Déjà presque une quarantaine de sites, alors qu'il y a quelques années, c'était encore une douzaine. Mm-hmm. Ça augmente. Est-ce qu'il y a une limite à ça? Bonne question. J'avais un peu abordé le sujet tantôt, mais effectivement, il y a une limite. Premièrement, c'est le nombre d'espaces publics adéquats pour implanter des sites de compostage communautaire. Donc, ça dépend des quartiers. Il y en a qu'il y en aurait amplement. Mais en même temps, souvent, dans les quartiers plus périphériques où il y a beaucoup d'espace, les gens ont aussi de l'espace dans leur cour arrière. C'est souvent une maison, ils ont une cour, donc ils peuvent faire le compost eux-mêmes. Donc, l'intérêt du compostage communautaire, c'est surtout dans les quartiers les plus denses où les gens sont en appartement. Fait que là, ça leur permet d'avoir un endroit où composter sur les terrains publics. Donc, c'est sûr qu'il y a déjà des quartiers dans lesquels on est où on voit qu'il commence à manquer d'endroits possibles. Là. Par exemple, je pense à Saint-Jean-Baptiste, Montcalm, il y a une forte demande, puis c'est très dense. C'est sûr qu'il reste plein d'endroits quand même, là, mais ça reste une des limites. Puis sinon, c'est la volonté des gens là, de participer puis de faire le déplacement eux-mêmes, parce que nous, on met sur une participation autonome là, des participants. Donc, ils vont vraiment eux-mêmes apporter la matière verte puis faire le processus de compostage. Fait que c'est sûr que c'est une étape supplémentaire là, que probablement pas tous les citoyens seraient décidés à faire. Puis finalement, c'est ça. Il y a
parfois des préjugés envers cette pratique-là, puis un manque d'acceptabilité sociale, surtout dans les espaces plus restreints. Donc pour ces raisons-là, je pense que ça serait pas possible de faire le compostage communautaire à très très grande échelle pour tous les citoyens ou une grosse partie. Mais ça reste que on valorise la complémentarité des approches. Donc on pense que cette méthode-là a sa place en allant de pair avec une autre méthode qui serait implantée là, à grande échelle pour subvenir à tous les citoyens de la ville. Puis en tant qu'organisme, vous êtes quand même pas une si grosse équipe que ça pour gérer un gros projet. Là. À un moment donné, faudrait séparer peut-être le fardeau avec d'autres mondes ou grossir l'équipe. Là, mais ça, je vous laisse y réfléchir. Laurent, voulais-tu poser des questions? On avait d'autres questions qui auraient peut-être apporté plus de débat. Mais je pense pas qu'entre vous trois, vous allez débattre tant que ça avec les questions qu'on a, puis vous avez peut-être pas les réponses non plus. Parce que, encore on une pourrait fois... prendre un volontaire dans la salle pour représenter la ville. Débattre avec cette personne. Il manque encore des représentants. Ouais. Mais j'inviterais Laurent, si tu as trouvé une question, sinon le public qui a posé des questions. Tu as répondu un petit peu tout à l'heure, mais juste, pourquoi est-ce que la solution pourrait pas être des compostières à chaque coin de rue? Pour tous les citoyens? Bah, au moins dans les quartiers centraux, puis après, à plus large échelle, pourquoi est-ce que on pourrait pas imaginer pour les gens qui n'ont pas des terrains que dans les petits parcs qui existent, on pourrait pas faire des sites de compostage où les gens pourraient les amener, puis bien sûr, bah, ça serait pas un organisme qui gérerait tout, à moins qu'il ait 10 000 employés, mais d'imaginer ça d'une manière autonome, est-ce que ça pourrait être une solution? Ben, c'est certain que ça serait, en théorie, la méthode la plus écologique et vraiment idéale là, pour la gestion des matières résiduelles. Mais je pense que dans les quartiers les plus denses, juste pour vous donner un exemple, un site à 3 bacs, où dans le fond, il y a une réserve, un remplissage, une dormance, donc c'est environ 3 bacs d'environ 4 pieds par 4 pieds, puis 3 pieds de haut environ. Donc ça prend quand même un espace non négligeable dans les plus petits parcs là, des quartiers les plus denses. Un site comme ça dessert environ 50 personnes ou un peu plus. Puis parfois on a des sites doubles, donc un peu plus grands qui vont jusqu'à 100 personnes. Mais ça reste que j'ai pas l'impression qu'il y aurait suffisamment de place là, dans les lieux publics là, pour tous les gens de ces quartiers denses-là. Mais combien de places de stationnement que ça équivaut, ça? Parce qu'on en a des places de stationnement. Il y a bien de l'espace dans la voiture. Oui, ça c'est un bon point. Mais je pense quand même que la méthode du compost industriel est aussi valable, c'est juste qu'elle nécessite un transport de la matière. Mais je pense que justement le concept c'est que c'est adapté pour les villes plus denses finalement. Donc ça pourrait être une solution complémentaire à autant de compostage communautaire que possible. Ça me fait penser, en fait, il y a quelques années, avec des amis, on avait fait des compostières sauvages qu'on avait implantées dans quelques sites, dont un à Bas-de-L'Arc qui est devenu après un site de compostage de crack bitume. Puis ça me fait rigoler parce que c'était il y a peut-être 5 ans, c'était en 2015. Et quand je vais à la rivière Saint-Charles, quand on prend pour entre la Laurentienne et puis sur la 4e rue, il y a encore 2 compostières qui sont là depuis 5 ans dans le domaine de la rivière Saint-Charles. Puis je me dis, est-ce que ça pourrait être aussi une solution d'aller embarquer avec la rivière Saint-Charles? Enfin, je trouvais ça drôle qu'ils soient restés depuis 5 ans. Il y a 2 compostières qui sont là encore, qu'on a mis de manière sauvage, puis ils les ont juste laissés. Puis Ben, je pense que tant que c'est bien entretenu puis qu'il n'y a pas de plainte, je pense que personne n'a de problème à ce genre d'initiative-là. C'est juste quand ils reçoivent des commentaires ou des plaintes que là, ben, par exemple, justement, c'est là de Bad-Log nous a demandé d'en prendre la gestion. donc en même temps, ça peut être aussi une manière de faire d'imposer des fois sa vue, un peu comme la guérilla urbaine d'une manière. Voilà, c'était juste un petit commentaire. C'est intéressant. Donc, Laurent suggère que tout le monde starte des bacs de compost clandestins un peu partout et de bien les gérer tant qu'il pue pas, vous y avez droit. C'est ça, hein, Laurent, que tu disais? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient des commentaires, des questions? Oui, je vais
me tasser parce que la gestion des masses va être compliquée, mais le micro ouvert va être là. Donc, oui, Normand Beauregard. En fait, j'aimerais vous entendre sur l'évolution sociale face au tri que les exigences de la ville vont amener. En fait, on va exiger de tous, dans peu de temps, qu'ils fassent un tri des matières organiques. Et si on y pense sur un peu long terme, ces gens-là qui vont faire l'effort pourraient peut-être se dire « Coudonc, pourquoi je remets ça à la ville si effectivement mon parterre, ma pelouse, mes plates-bandes en auraient besoin? » Et donc là, vous pourriez peut-être être pris avec une demande qui est déjà trop grande, mais qui décuplerait, centuplerait. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réfléchi comme réaction de la population de Québec à ce qui s'en vient? C'est pas ma spécialité, mais je fais quand même. C'est un événement qui est c'est pas général, on s'entend. Ça m'est arrivé de me faire poser la question par un élu de la ville qui me demandait si je collaborerais au projet de méthanisation. Je suis avec des amis, moi je fais mon propre compost domestique. C'est la première chose que j'ai pensé, mais pourquoi je vous donnerais cette richesse? C'est une grande richesse. Mon jardin, j'en manque de compost. Mon jardin il est affamé de compost. Pourquoi je le donnerais? Bon, dans ce sens-là, je suis dans le 30% qui collaborera pas au projet de méthanisation, sauf peut-être mes os de poulet, mais ça va pas se faire méthaniser, ces choses-là. Donc, c'est ça. Mais là, c'est pas une réponse collective, là. C'est mon réflexe d'individu, là, que j'énonce. J'ai pas l'impression que s'inquiéter que les citoyens s'impliquent trop, c'est un problème en ce moment. Même si Craig Bitume est super populaire, tout ça, avec des listes d'attente, ça représente un très petit pourcentage de la population qui est intéressée par ça. Puis je pense que les citoyens préféraient, en général, le citoyen moyen préfère une solution où il peut se sentir bien par rapport à ce qui arrive avec ses déchets, et sans vraiment penser à qu'est-ce qui se passe vraiment. T'sais, si on pense par exemple au verre, nos bouteilles de vin, des choses comme ça qu'on met dans le recyclage, puis qu'en fait qui se retrouvent à des matières qui sont super faciles à transformer puis recycler, ou récupérer ou même réutiliser, et qui se retrouvent dans le fond à briser dans le recyclage, puis donc à contaminer le recyclage. C'est des choses on se pose pas la question. On le met dans le sac bleu, puis on l'envoie, puis c'est réglé. On a fait notre part, on se sent bien. Donc je pense que de ce niveau-là, parce que moi je m'inquiète pas vraiment que les gens se conscientisent par rapport à ben là je fais le tri, puis là soudainement où est-ce que ça va, puis qu'est-ce qui arrive avec ça. C'est pas là qu'on est rendu comme société. Là. Donc il y a un effort à faire de ce côté-là. Il y a quand même des résistances la ville est traditionnelle dans sa vision des choses. Il faut se rappeler que l'incinérateur, c'est le troisième incinérateur de la ville de Québec. La décision d'incinérer a été prise par les grands-pères des fonctionnaires, là, ou les arrière-grands-pères. Donc, c'est la vision du début du 20e siècle, tout début du 20e siècle, vers 1920. Donc, c'est la solution qui applique. Ils veulent moderniser la technologie en disant qu'en modernisant la technologie, ils arrivent à quelque chose. Mais ce que nous on dit, c'est pas les problématiques, c'est pas sur les problématiques créées par l'incinération qu'il faut se concentrer. C'est pas sur les problèmes créés par l'incinération qu'il faut se concentrer, mais c'est sur la problématique de l'incinération. C'est injuste de détruire des ressources. On prive les générations futures d'un grand potentiel. Pour très peu de choses. L'énergie qui est produite, d'abord, on est en excédent d'énergie au Québec actuellement, puis l'énergie qui est produite, c'est un épiphénomène, tandis que les matières qui sont détruites, c'est de façon définitive. Il y a une forme de morale qui est pas respectée dans cette approche-là. Mais on parle d'attitude sociale, mais l'attitude des fonctionnaires, la culture des fonctionnaires, la culture des élus, c'est des choses aussi qu'il faut travailler comme telles.
nom c'est Michael Parrish. L'incinération, là, on s'est comme peinturé dans un coin avec l'incinérateur, avec le vent de vapeur, là. C'est considéré comme une énergie sale quand on brûle nos déchets pour alimenter les papeteries White Birch, les Glacines, puis maintenant l'hôpital Enfant Jésus. On se demande combien ça va coûter la Ville de Québec à l'achat de crédits de carbone pour compenser pour la quantité de CO2 qu'on se garoche dans l'atmosphère. Puis est-ce que la Ville, penses-tu que la Ville a une considération pour la pollution planétaire là, avec cette machinerie-là? Marcel? Ouais, je me demande de défendre l'opinion de la Ville. Mon opinion, effectivement, c'est que quel revenu est-ce qui pourrait être généré par l'économie de GS évité d'émissions? Comment ça rapporterait à la Ville? Mais ce qu'on sait actuellement, c'est que en 2017, la Ville a produit 262 770 tonnes de CO2 GES. Bon, là-dedans, la Ville va vous dire que c'est pas vrai parce qu'elle dit que en réalité, c'est plus près de 92-96 milliers de tonnes de GES qui sont émis, parce qu'elle exclut les GES biogénés, c'est-à-dire qui sont provenant des boues, parce qu'un incinère c'est boues, puis également des résidus alimentaires. C'est vrai et c'est faux. Lorsqu'il y a un feu de forêt, ça affecte la température. Donc, les GES qui sont projetés par l'incinérateur, si on pouvait les éviter, ça serait un gain. Là-dedans, on peut avoir un débat scientifique. Est-ce que les GES biogénés doivent être dans le calcul des GES émis ou pas? Ça, c'est plus un job de spécialiste. Mais la Ville a raison en disant qu'elle émet seulement moins de 100 000 tonnes de GES, mais elle les émet quand même. Mais je pense que dans l'argumentation avec la Ville, puis peut-être pour aller chercher l'implication citoyenne, c'est ce qui est le plus intéressant d'argumenter, c'est sur la qualité de vie qui est affectée par l'incinération, par la pollution de l'air, par les concepts extraits de gaz à effet de serre, tout ça. Je pense que c'est clair qu'on a démontré comme civilisation qu'on s'en fout complètement, parce qu'on s'en va pas dans la bonne direction, mais d'en parler directement de comment que ça nous impacte. Je pense qu'il y a une statistique que l'espérance de vie est en moyenne de 7 ans de moins pour les Moilous, oui, je dirais. Oui, en fait, c'est choquant comme statistique. OK. Ouais. Mais on parle plus des quartiers centraux, mais essentiellement, là, Mézeray, on est 8% de la population. On traite 100% des déchets qui sont incinérés dans la grande agglomération de Québec. Puis on traite 75% des déchets qui sont incinérés du Québec. Parce qu'il y a essentiellement 2 incinérateurs. Un ici à Québec et un à Lévis. Il fait 25 000 tonnes de l'autre bord. Fait que c'est un chiffre qui est comme tel. Mais c'est connu que l'incinérateur impacte le milieu de vie. L'incinérateur a été mis, en tout cas, je sais pas, c'est une espèce d'amende que le ministère de l'Environnement a fait pendant 10 ans parce qu'il dépassait les émissions de monoxyde de carbone. Bon, il y avait 10 000 piastres d'amende. Bon, c'est une petite dépense pour l'incinérateur. Il a donné pendant 10 ans, il a donné chaque année 10 000 $ au ministère de l'Environnement. Ce n'est qu'un exemple il y a eu des émissions de mercure, de dioxyde, de furane. Pendant qu'on laissait opérer l'incinérateur dans la région de Québec, on fermait celui de Montréal. Ça fait que, effectivement, le milieu était lourdement impacté. Et il y a des rejets qui sont permanents au sol. Donc, puis dans le sol et dans le fleuve. Donc, c'est tout un écosystème. Ce qui est difficile à accepter, c'est que il est possible de faire autrement, de faire mieux, puis d'avoir un meilleur impact environnemental et que ça coûte essentiellement moins cher aux contribuables. Mais c'est la vision. Ils sont pris avec un incinérateur, puis un incinérateur, je vais vous citer David Suzuki si vous m'autorisez. De toute façon, je prends l'autorisation. La majorité des déchets dans les sites d'enfouissement
La majorité des déchets dans les sites d'enfouissement sont en fait utilisables, compostables ou recyclables, y compris les tonnes de plastique. De transformer les déchets utilisables non triés en un produit combustible fait en sorte que les communautés auront moins tendance à réutiliser, à réduire ou à recycler. C'est notre réalité ici à Québec. On a un incinérateur, c'est facile. On nourrit camions puis nourrit l'incinérateur. Oui. Mais est-ce que vu parce que je veux dire même en face de leur espérance de vie, leur qualité de vie affectée, est-ce que les citoyens de Limoilou, Saint-Roch, des quartiers centraux s'en préoccupent pas vraiment? Je veux dire, une participation très basse aux élections municipales. On n'a pas vraiment, on a un pourcentage très petit de citoyens qui s'impliquent. Est-ce qu'il n'y a pas eu une sélection là, d'eux-mêmes, là, des gens qui habitent dans ces quartiers-là? Parce que mes interactions jusqu'à maintenant avec les gens, quand on parle de pollution sonore, pollution de l'air, pollution, c'est plutôt, on s'habitue. On a choisi d'habiter là, il faut vivre avec. La Whitebird, ça a toujours été là. L'incinérateur, c'est là. Vous avez choisi, on choisit de vivre là, il faut accepter les conséquences de ça. Donc, c'est un peu ça que le message que je reçois d'une majorité de citoyens quand j'en parle, citoyens moyens des quartiers centraux. Est-ce que ça change ce genre d'attitude-là? Je pense que là-dedans, il faut réaliser une chose, c'est que on doit imaginer un futur. Si on veut changer, il faut qu'on se projette dans un autre futur. Et ce que la Ville a toujours dit, c'est que c'est impossible. Il y a 15 ans, des citoyens de Mézeray réclamaient l'installation des brûleurs au gaz à l'incinération, parce qu'il y avait une forte émission de monoxyde de carbone, de dioxyde et de furane. Et puis, on faisait rire de nous. On nous dénonçait, on ne croyait pas. Mais ça faisait 30 ans qu'ils étaient appliqués, ces technologies-là, en Allemagne. Donc, on avait raison. Mais le problème d'avoir raison toujours 10 ans en avance de la Ville, c'est tannant, c'est plate. Mais ça s'exclut pas qu'on peut avoir raison aussi. Mais les citoyens, effectivement, il faut qu'ils se voient dans un futur. Il faut qu'ils aient envie d'arbres, il faut qu'ils aient envie d'une qualité de vie. Ils y ont droit. C'est pas parce que tu as moins de revenus que Je vais vous donner un exemple tout simple. La Ville de Québec prévoit une moyenne de plantation pour la forêt urbaine de 35%. C'est son ratio. Elle en mettant dans certains secteurs, et dans le secteur de Mézeray, où c'est un des secteurs, le secteur le plus pollué de la Ville de Québec, ou un des secteurs, je vais être chose, Michael l'a dit aussi, il faut être juste aussi, on partage un peu de la pollution avec certains, elle met un ratio de 25%. Mais pour avoir un ratio de 35% à la grandeur de la Ville de Québec, il faut que certains secteurs aient des ratios de 40-45%. Et comme par hasard, les ratios supérieurs, c'est là où sont les revenus supérieurs. Les ratios inférieurs, c'est là où sont les revenus inférieurs. C'est pas là où sont les besoins. C'est là où les gens politiquement crient le plus fort. Fait qu'il faut peut-être apprendre à crier aussi. Et des gens de mon secteur commencent à réclamer un ratio de 40% pour la forêt urbaine, parce que tout simplement, c'est le ratio sanitaire. À 40%, on a un impact sanitaire certain, et c'est démontré par les médecins, par la justice environnementale. Fait que oui, tu as raison, mais il faut pas renoncer pour autant, je crois. Mais donc, c'est ça, la difficulté, c'est un aspect d'équité sociale, je veux dire, les gens qui peuvent se permettre de participer au compost, de militer pour des services, pour faire des plaintes au 3-1, c'est des gens qui sont à l'aise, qui ont les moyens, qui sont confortables, qui sont bien éduqués. Donc, c'est pas ça qu'on retrouve, je veux dire, en majorité. On fait des moyennes dans ces quartiers-là. Donc, on a une problématique là de fondamentale qui est plus de niveau de justice sociale que d'autres choses. C'est ça qu'on arrive à la conclusion. C'est une analyse, mais il y a aussi le fait que moi, j'ai travaillé un dossier sur les poussières qui étaient générées, puis le bruit est généré par un ferrailleur. Et les gens, on a réuni, à un moment donné, j'ai réuni des signatures de 100 participants. Je faisais ça encore de mes activités au conseil de quartier. On s'est réunis un soir, on était à 25, puis on a établi un dossier là-dessus. Et les gens disaient, on porte plainte, puis pas de suite. Fait que là, à un moment donné, ça sert à rien de porter plainte. Est-ce que j'ai le droit de porter plainte contre les services à qui je devrais porter plainte?
C'est une réaction de citoyen, là. Je l'invente pas, là, ça a été dit, là. Vous voulez porter plainte contre ceux à qui devaient recevoir les plaintes. Fait que, parce qu'ils donnaient pas suite aux plaintes. Donc, il y a une résistance aussi. C'est pas unidirectionnel, là, tout ça, là. Intéressante discussion. Je penserai peut-être à une autre question, si ça vous va. On pourra y revenir après si vous avez le goût de renchérir là-dessus. Soyez prudents. Réal Caron, je suis membre du mouvement pour une ville zéro déchet. Je vais faire un bref commentaire. J'aurai une question pour Olivier, puis une pour Marcel ou pour l'assistance. Sur ce que tu viens de mentionner qui est intéressant, on observe, là, je vais prendre 2 brefs exemples. Dans l'agglomération de Québec, l'Ouest a plus de poids politique que l'Est. C'est le meilleur exemple qu'on avait, c'était l'usine Anacolor, là, à Cap-Rouge. Qui est un exemple de pollution beaucoup moins grave là que l'incinérateur. Puis le mouvement citoyen, il y a eu beaucoup d'écho auprès des gens politiques, au municipal, au provincial, et la ville a investi quelques millions pour que l'usine ferme. Puis il y a d'autres exemples. Donc, il y a la participation citoyenne, mais il y a aussi l'écoute en face de ça. Donc, historiquement, l'est de la ville, les quartiers centraux, particulièrement Limoilou, a pas mal moins l'oreille là des gens qui décident au plan politique ou au moins municipal. Et malgré des implications citoyennes importantes. Question pour Olivier. Dans l'actuelle campagne municipale, est-ce que les différentes partis politiques ont pris des positions concernant le compostage et particulièrement le compostage communautaire? Si tu pourrais nous en parler, je vais adresser tout de suite ma question à Marcel. Est-ce que tu peux, ou quelqu'un dans l'assistance, clarifier un peu la question de la comptabilité des GES biogénérés? Ça, je suis pas sûr là, d'avoir saisi ça. Pour ce qui est de la question sur le compostage communautaire, en fait, non. Je veux dire, on a discuté avec certains, soit, je cherche le mot, pas élus, mais candidats. Mais on n'a pas eu de discussion spécifiquement sur s'ils appuient le compostage communautaire. Mais on est assez confiant que, puisque le fonctionnement est déjà établi, on pense pas qu'il va y avoir un parti qui va s'opposer et qui va vouloir fermer ça. Par contre, pour l'intérêt à développer, on peut pas en dire plus là, on verra bien. Je pourrais pas vous dire. Par contre, il y a seulement le parti Transition Québec qui l'a inclus directement dans sa plateforme, qui souhaite financer davantage le compostage communautaire. Donc ça, pour ce qui est de ce parti-là, on sait ce qu'il y en est, mais pour les autres, je pourrais pas vous dire. OK. Bon, je m'excuse pour les termes. Des fois, je suis un peu trop dans les dossiers, puis je me perds et je perds le monde. Ce qu'on appelle le GES biogéné, essentiellement, c'est ce qui est d'origine organique. On va brûler du gazon, ça vous fait une méchante boucane, mais on le comptabilisera pas dans le GES. On a brûlé de l'eau pratiquement, mais lorsqu'on envoie ça à l'incinérateur, il y a des GES qui sont d'origine organique. Tout ce qui est les matières résiduelles, les carcasses, les déchets tables, les poutres, tout ce qui est envoyé à l'incinérateur, le bois, etc. Ça fait partie de ces émissions de GES. Le bois, par exemple, lui, il devient combustible. Ça a un certain sens. Ça n'a pas de sens de brûler du bois, mais ça a un certain sens dans le sens qu'il au moins il dégage de la chaleur puis augmente la température des fours. Donc,
les cartons, les papiers, etc., c'est la même chose. Ce sont théoriquement des GES biogénés parce qu'ils sont de nature organique. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de l'assistance? S'il n'y en a pas d'autres, je laisserai la parole une dernière fois à chacun des intervenants. Profitez-en si vous voulez faire de la pub, mobiliser du monde, lancer un appel à l'aide, quoi que ce soit. Je vais le faire juste avant vous, par exemple. N'oubliez pas que la recyclerie est ouverte les mardis et les samedis à la Patente et qu'il y a un beau calendrier de formation. Fait que on va aller de ma gauche à droite. Okay. Qui en premier, si tu veux faire un petit mot de la fin. Ben c'est bon, merci. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mon expérience de faire du compost. Je trouve ça assez magique là, de cette transformation de matière organique en quelque chose d'utilisable qui a une valeur. Puis comment rapidement ça se fait, puis combien de quantité de déchets organiques qui est possible de passer à travers le compost. Donc, je souhaite que, oui, plus de citoyens s'impliquent. Parlez-en à vos syndicats de copropriété, parlez-en aux propriétaires, parlez-en à vos commerçants. Est-ce que c'est des projets qu'on peut mettre en place à plus grande échelle et financer ça, pas juste par peut-être la Ville de Québec, mais par les citoyens eux-mêmes, et s'impliquer dans ce genre de truc-là qui fait une grosse, je pense, qui a un impact important, qui montre que les citoyens peuvent faire une différence. Oui, ben merci pour l'invitation puis pour l'opportunité. J'ai bien apprécié moi aussi. Ben justement, comme tu dis, si les gens sont intéressés à d'autres projets de compost, Craig Bitume, je vais profiter de cette opportunité pour dire que on augmente justement notre capacité là, de production pour offrir tout ce qui est en lien avec le compost parce que entre autres, on a un nouvel atelier pour la fabrication, la construction de composteurs, par exemple. Donc, on espère avoir beaucoup de demandes l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé par des projets de compost parce que nous, on se lance là pour faire ça en plus grande quantité et à plus grande échelle. Puis, ben sinon, je répète que on aimerait ça mettre l'emphase puis insister sur le fait que la complémentarité des approches est souhaitable, peu importe la méthode qu'on choisit à Québec pour la plus grande échelle. On espère pouvoir développer encore le compostage communautaire, puis qu'on aura l'appui là-dedans. Voilà. Bon, en fait, pour le mouvement a un site qui s'appelle ville0déchet.org. Vous pouvez aller vous adresser à ce site. Et on a produit il y a 1 an environ un documentaire qui s'appelle Ville Zéro Déchet, le documentaire. Fait que vous pouvez avoir un peu la vision qu'on a développée, les réflexions qu'on a fait sur ce site si vous êtes intéressé à consulter. Puis naturellement, toute force est bienvenue. Puis je pense que là-dedans on se rejoint sur beaucoup de points. Et je félicite les personnes qui ont fait les co-présentations. J'ai trouvé leur présentation très intéressante. Et merci aux organisateurs. Merci à tous d'avoir parlé. Je sens qu'il y a des applaudissements qui s'en viennent. On va applaudir. Donc, pour les gens dans la salle, on peut rester un peu jaser de façon non formelle un petit peu. Puis, c'est ça. Merci d'avoir été là. Merci. Merci à l'équipe d'avoir organisé. Ben oui. Bonne soirée.